Concentre-toi sur toi. Personne ne va vivre ta vie à ta place, alors arrête d'agir comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un. Commence à te traiter comme une priorité. Décide pour toi, agis pour toi. Valorise-toi comme quelqu'un qui connaît déjà sa propre valeur. Réfléchis bien. Et si cette année était celle où tu décidais de tourner la clé, au lieu de courir après l'approbation, de te plier aux attentes des autres ou de te perdre dans des comparaisons qui ne font que voler ton énergie? Combien de fois t'es-tu déjà éteint en essayant de t'adapter, tout en abandonnant qui tu es vraiment? Au fond, tu le sais, ce n'est pas de l'amour de soi, c'est de l'abandon de soi. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe. Et plus elle s'échappe, plus tu te sens vide. C'est là que beaucoup se perdent. Ils vivent d'apparence, mais à l'intérieur, ils sont épuisés, entourés de voix, mais sourds à la seule qui compte, la leur. Les stoïciens disaient déjà, la véritable liberté ne naît pas lorsque le monde te reconnaît, mais lorsque tu apprends à te respecter. Le pouvoir n'est pas dans ce que les autres disent de toi, mais dans ce que tu choisis de croire à ton propre sujet. Cette vidéo parle de cela, de la force qu'il y a à se placer au centre de sa propre vie, non pas par égoïsme, mais parce que personne ne trouve clarté, but et grandeur en vivant en arrière-plan. Ou tu choisis cela maintenant, ou tu continueras à être figurant dans ta propre histoire. Il existe une immense liberté dans ce choix. Il brise le cycle de la frustration, libère du besoin de plaire et ouvre la voie de celui qui ne demande plus la permission d'exister. Et tout commence ici. Commente. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est le premier pas pour vivre comme protagoniste et non comme spectateur. Commençons. Leçon 1. Refuse de vivre à moitié. Rien ne changera dans ta vie si tu n'élèves pas tes standards intérieurs. Ton absence de limites, tes relations et même ta vie financière, tout est lié à ce que tu acceptes, à ce que tu supportes en silence, à ce que tu continues de permettre même en sachant que tu ne le devrais plus. Réfléchis à cela. Chaque fois que tu tolères le mépris, tu apprends à l'autre à recommencer. Chaque fois que tu acceptes de vivre en pilote automatique, tu renforces ce cycle. Et chaque fois que tu ravales tes propres envies pour ne pas déranger, tu creuses un trou en toi-même. Élever tes standards, c'est comme changer les fondations d'une maison. Tu peux rester dans la même rue, avec les mêmes problèmes à l'extérieur, mais désormais le sol qui soutient ta vie est différent. Plus ferme, plus solide, impossible à ébranler au premier vent. Marc Aurèle a écrit « La dignité d'un homme se mesure à ce qu'il exige de lui-même ». Cela signifie que le vrai changement ne consiste pas à demander moins aux autres, mais à exiger davantage de toi-même. Plus de clarté, plus de respect de soi, plus de cohérence avec les valeurs que tu choisis. La vérité, c'est que tes problèmes ne vont pas disparaître. Ce qui change, c'est la manière dont tu y réagis. Ce qui t'écrasait auparavant ne fait désormais que te défier. Ce qui te faisait autrefois te sentir impuissant se transforme maintenant en preuve de ta force. Et c'est le seul chemin vers une transformation durable. Élever tes standards. Parce que nous recevons tous exactement ce que nous tolérons en nous-mêmes et chez les autres. Mais au moment où tu décides de ne plus tolérer ce qui t'affaiblit, c'est là que ta vie commence réellement à changer. Au moment où tu cesses d'accepter moins, les choses autour de toi se transforment. Alors, garde cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis de ne tolérer rien qui diminue ma valeur. Écris-la, répète-la mentalement ou à voix haute chaque fois que nécessaire. Et souviens-toi, le monde ne respecte pas celui qui accepte des miettes. Il respecte celui qui se lève en silence et montre par ses actes quels sont ses véritables standards. Leçon 2. Embrasse ta solitude. Si à chaque instant tu cherches à te remplir de quelque chose, tu passeras toute ta vie sans jamais vraiment te connaître. C'est comme essayer de remplir un verre déjà plein. Rien ne reste, tout déborde, et tu ne goûtes jamais la saveur de ta propre essence. Montaigne disait « La plus grande chose au monde est de savoir appartenir à soi-même ». Et voilà le cœur de la solitude. Apprendre à habiter en soi, trouver de la clarté dans le silence et de la force dans sa propre présence. La véritable force mentale ne naît pas au milieu du bruit, mais dans les instants où tu t'autorises à rester seul, à affronter tes pensées sans masque. C'est dans ces moments-là que tu découvres qui tu es vraiment, et non pas qui le monde attend que tu sois. Mais presque toujours,
On nous a appris à éviter ce silence, à remplir chaque minute de distraction. Réseaux sociaux, bavardages futiles, tâches sans véritable but. Pourtant, c'est précisément quand le monde se tait que tu entends la voix la plus importante, la tienne. Découvrir ta solitude, c'est comme ériger une forteresse invisible à l'intérieur de toi. À l'extérieur, le chaos peut continuer. Mais à l'intérieur, tu apprends à rester ferme, centré et entier. Pense à un athlète qui ne se renforce que lorsqu'il offre du repos à son corps. La solitude, c'est ce repos pour l'esprit. C'est le moment où tu cesses de courir après le prochain stimulus et où tu commences à t'alimenter de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de se détourner du monde, de s'isoler ou d'avoir une batterie sociale faible, mais de revenir habiter en soi, de savoir où se retrouver. Et chaque fois que tu ressentiras la peur du silence, rappelle-toi, le silence n'est pas un vide, c'est un espace. C'est en lui que tu trouves les réponses que tu cherchais au mauvais endroit. Fais confiance à toi-même. Crée le type de moi avec lequel tu aimerais vivre tous les jours. Nourris les pensées qui t'élèvent. Donne vie aux petites étincelles de possibilités jusqu'à ce qu'elles deviennent des flammes de réalisation. Voilà la graine de la solitude. Et lorsque tu plantes cela en toi, tu découvres que tu ne seras plus jamais seul, car tu auras toujours toi-même comme meilleure compagnie. Leçon 3. La discipline rare de 1%. As-tu déjà remarqué combien de temps nous passons à essayer de réparer ce qui n'a jamais été entre nos mains? C'est comme tenter de retenir la brume. Plus tu forces, plus vite elle s'échappe. Et, à la fin de la journée, tu es fatigué, la tête pleine de préoccupations, mais tu n'as pas avancé d'un pas. C'est précisément ici que les stoïciens proposent un exercice simple mais transformateur. Séparer, avec clarté, ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Pour visualiser cela, imagine deux cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Le cercle le plus grand représente tes préoccupations, les nouvelles qui t'agitent, les opinions de la famille, les attentes des autres, les comparaisons sur les réseaux sociaux. Le cercle plus petit représente ce que tu contrôles vraiment, tes choix, ta discipline, le ton de ta voix, la direction que tu donnes à tes propres pensées. Et la question est simple, mais décisive. Dans lequel de ces cercles as-tu investi ton énergie? Dans lequel passes-tu le plus de temps? La majorité vit dans le grand cercle, tournant autour de problèmes sans solution, comme des satellites prisonniers d'une orbite qui ne mène nulle part. Mais celui qui apprend à vivre dans le petit cercle, même si cela ne représente qu'1% de toute la réalité, découvre quelque chose de puissant. Ce peu qui est entre ses mains vaut plus que tout le reste qui est en dehors. Épictète, qui naquit esclave et fut pourtant libre intérieurement, disait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. » Cette phrase change tout, car ce n'est pas le poids du monde qui te détruit, c'est la manière dont tu le portes. Pense à un potier. Il ne contrôle pas la dureté de l'argile, ni les variations de la température, mais il contrôle la pression de ses mains. Et c'est cette maîtrise silencieuse qui transforme la terre brute en quelque chose de résistant, de beau et d'unique. Voilà l'esprit stoïcien du 1%. Tu ne modèles pas l'univers, mais tu te modèles toi-même, et cela change tout le reste. Quand tu vis dans le cercle de la préoccupation, tu es prisonnier. Tu réagis à ce qui arrive, tu t'épuises avec ce qui ne dépend pas de toi, tu passes ta vie à éteindre des incendies que tu n'as pas allumés. Mais quand tu vis dans le cercle de l'influence, tu deviens créateur. Tu définis tes propres limites. Tu plantes sur le terrain qui est à ta portée. Tu dresses des fondations solides, même lorsque l'environnement est instable. Et alors, le basculement se produit. Ce qui semblait incontrôlable perd de sa force. Ce qui paraissait insupportable devient supportable. Et tu découvres que tu n'as pas besoin d'approbation ni de certitudes extérieures. Il te suffit de devenir maître de toi. Souviens-toi, une grande partie de ton temps s'écoule dans des préoccupations qui ne rapportent rien. La mentalité du 1% consiste à choisir l'inverse. Investir ton énergie dans de petits gestes qui, peu à peu, changent le cours de ta vie. Au final, il ne s'agit pas du nombre de batailles que tu affrontes, mais de l'endroit où tu choisis de placer ta force. Si c'est dans le chaos, tu seras emporté par le vent. Si c'est dans ton 1%, tu seras racine, ferme, stable et capable de croître sur n'importe quel terrain. La leçon est simple et puissante. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans mon 1%. Et si tu veux vraiment mettre cela en pratique, commence maintenant.
écris 1% dans les commentaires. Ce sera ton symbole, celui qui rappelle que ta paix ne dépend pas du monde, mais de ton choix. Leçon 4. Droit au but. Se concentrer sur vous ne signifie pas en faire toujours plus, mais apprendre à retirer de votre chemin ce qui ne sert à rien. Michel-Ange, lorsqu'il termina la sculpture de David, fut interrogé. « Comment avez-vous créé quelque chose d'aussi parfait ?» Il répondit « J'ai seulement enlevé tout ce qui n'était pas David. » C'est exactement le même processus que vous devez appliquer à votre journée. Enlevez petit à petit tout ce qui cache votre véritable force. Il ne s'agit pas d'inventer la routine parfaite ou d'accumuler des habitudes miraculeuses. Il s'agit d'auditer votre vie et de couper les excès qui vident votre énergie. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Barry Schwartz, dans le célèbre paradoxe du choix, a montré que plus nous avons d'options, plus nous devenons anxieux et malheureux. L'excès n'apporte pas la liberté, il apporte la confusion. C'est pourquoi simplifier ne représente pas une perte, mais bien une conquête. Pensez à quelqu'un qui, en consultant son téléphone portable, découvre qu'il passe 3 heures par jour sur Instagram. 3 heures qui s'évaporent simplement sans qu'il s'en rende compte. Alors, cette personne décide de couper l'habitude à la racine. Elle limite son usage à seulement une demi-heure pour répondre à l'essentiel. Soudain, il reste 2 heures et demie qui auparavant étaient gaspillées. Du temps qui peut désormais être utilisé pour s'entraîner, lire, mieux dormir ou être avec ceux qu'elle aime vraiment. Ou imaginez quelqu'un qui accepte toutes les réunions, tous les groupes, toutes les conversations, mais qui, en éliminant 80% du bruit inutile, libère de l'énergie pour les 20% qui font vraiment avancer sa vie. C'est dans ce type de coupure que la simplification cesse d'être une théorie et devient une libération. Au début, cela peut donner une sensation de vide, comme s'il manquait quelque chose. Mais ce vide est en réalité un espace pour respirer, se concentrer et rediriger votre énergie vers ce qui compte réellement. Demandez-vous avec honnêteté, ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il de l'endroit où je veux être demain? Si la réponse est non, coupez. Parce que chaque distraction tolérée est un détour de route et chaque choix conscient est un pas de plus vers la cible. Se transformer en flèche, c'est cela. Cessez de vivre prisonnier du « et si » et commencez à voir chaque situation comme un tremplin. Il ne s'agit pas d'accumuler des possibilités, mais de diriger votre énergie vers une ligne droite, celle qui vous conduit au but que vous avez choisi de vivre. Et souvenez-vous, une flèche ne remplit sa mission que lorsqu'elle est tendue au maximum et lancée dans la bonne direction. Votre vie aussi, elle ne sera pas définie par ce que vous portez, mais par ce que vous avez le courage de lâcher. Leçon 5. Vivez votre meilleure version à chaque microseconde de la vie. Entre ressentir et agir, il existe un espace minuscule, presque invisible, mais décisif. C'est dans cette microseconde que votre vie se définit. Vous ressentez l'émotion, frustration au travail, colère dans une dispute, anxiété qui frappe à la porte. Juste après surgit la pensée, chercher un soulagement rapide, un confort immédiat, un raccourci quelconque. Et ensuite vient l'action. Mais avant elle, il y a toujours cet instant silencieux où vous pouvez choisir. Si, dans cette microseconde, vous agissez en pilote automatique, vous êtes entraîné par l'impulsion. Mais si vous apprenez à maîtriser cet intervalle, vous vous rapprochez de votre moi idéal. Marc Aurèle a écrit « L'âme se colore de la teinte de ses pensées. Chaque décision, si petite qu'elle paraisse, laisse une trace sur la toile de votre vie. Et cette microseconde est l'espace où vous choisissez les couleurs. Demandez-vous, cette attitude renforce-t-elle ou affaiblit-elle la version que je veux être? Va-t-elle me donner de la fierté à la fin de la journée ou seulement un regret passager? Si la réponse n'est pas claire, attendez. Car, bien souvent, ce n'est pas la tentation qui est trop forte, c'est simplement l'image de votre moi idéal qui est trop faible. C'est pourquoi ayez cette vision cristalline. Qui êtes-vous dans votre meilleure version? Votre moi idéal est discipliné, responsable, déterminé, honnête. Il ne procrastine pas, ne cède pas à l'impulsivité, n'échange pas ce qu'il désire le plus contre ce qu'il désire sur le moment. Il agit comme une flèche, droit, concentré et fidèle à son propre but. Et chaque fois que vous maîtrisez cette microseconde, vous renforcez ce personnage à l'intérieur de vous. Il cesse d'être seulement une idée lointaine pour devenir une habitude,
une présence qui guide vos choix. Souvenez-vous, votre vie ne change pas en grands sauts, mais dans ces instants presque invisibles. Maîtriser une microseconde, c'est maîtriser une journée. Maîtriser des journées, c'est maîtriser la vie. La phrase que vous devez répéter aujourd'hui est « Mon moi idéal guide mes choix ». Faites un pacte avec vous-même, souvenez-vous-en chaque fois que vous êtes tenté par le chemin facile. Parce qu'au final, ce qui décide de qui vous devenez, ce ne sont pas les grands moments, mais les microsecondes où vous choisissez d'être fidèle à votre meilleure version. Leçon 6. Activez votre état de flow chaque jour. Il existe en vous un réservoir de créativité, de volonté et d'autocontrôle. Même s'ils ne sont pas encore pleinement développés, ils vous appartiennent déjà, comme des muscles qui n'attendent qu'à être entraînés. Le problème, c'est que la plupart des gens dépensent ce potentiel en miettes. Ils commencent la journée sans direction, se laissent emporter par les distractions et finissent épuisés, sans se rendre compte qu'ils n'ont jamais accédé à leur véritable force. Épictète rappelait que notre capacité de penser est ce qui nous distingue des animaux. Autrement dit, ce n'est pas l'instinct, mais le pouvoir d'organiser l'esprit qui nous rend véritablement humains. Et c'est précisément là que naît l'état de flow. Le flow, c'est quand vous trouvez la bonne fréquence entre défi et compétence, ni trop facile au point de vous ennuyer, ni trop difficile au point de vous paralyser. C'est lorsque le temps semble disparaître et que vous sentez enfin que la vie est alignée avec votre but. Mais cet état n'arrive pas par hasard. Il doit être planifié. Chaque choix de votre journée est comme l'accord des instruments d'un orchestre. Si vous organisez votre environnement, définissez vos priorités et éliminez les distractions, votre esprit commence à jouer en harmonie. Et quand cela arrive, même les tâches ordinaires gagnent en clarté, en énergie et en sens. Pensez à un archer qui ne tire que lorsque tout est aligné, respiration, posture, cible. Il en va de même pour vous. Entrer dans le flow, c'est aligner le corps, l'esprit et le but jusqu'à ce que l'action devienne presque naturelle. C'est pourquoi planifiez votre journée, non pas comme une liste interminable de tâches, mais comme un pont vers l'état mental où vous produisez davantage, créez davantage et vous vous sentez plus vivant. Parce que vivre en flow, ce n'est pas travailler plus, c'est travailler entier, présent, connecté à ce qui compte vraiment. Gravez ceci comme un rappel. Chaque jour, j'entre en état de flow. Expérimentez de vivre une journée avec ce focus, vous allez constater que lorsque votre esprit trouve le rythme, votre vie trouve la direction. Leçon 7. N'alimentez pas les vampires émotionnels, gardez votre lumière. Il existe des personnes qui, sans que nous nous en rendions compte, agissent comme des voleurs invisibles. Elles ne volent pas votre argent, mais quelque chose d'encore plus précieux, votre énergie. Être proche de personnes paresseuses ou négatives, c'est comme respirer un air contaminé. Vous ne le sentez pas immédiatement, mais peu à peu vous commencez à vous intoxiquer. Ces personnes transmettent le message qu'abandonner est acceptable, que ne pas lutter est normal, que vivre sans progrès est suffisant. Et le danger, c'est que cette idée pénètre dans votre esprit en silence, jusqu'à ce que vous-même commenciez à ralentir le rythme, à abaisser vos standards, à croire qu'il est normal de vivre en dessous de ce que vous pourriez être. Ne vous trompez pas en pensant que vous allez résister simplement parce que vous avez de la volonté. S'il est déjà difficile de prendre de bonnes décisions seul, imaginez avec quelqu'un à vos côtés qui normalise la faiblesse. C'est comme ramer à contre-courant avec quelqu'un qui perce votre barque par en dessous. Peu importe vos efforts, vous allez couler avec lui. La science confirme ce que l'expérience montre déjà. Une étude de la Kellogg School a révélé qu'être proche de personnes très performantes peut augmenter votre productivité jusqu'à 15%. Mais il suffit d'une seule personne peu performante pour réduire votre productivité de 30%. Autrement dit, l'impact négatif est 2 fois plus fort que le positif. Il est bien pire d'être entouré de mauvaise compagnie que d'être seul. Et cela ne vaut pas seulement pour les paresseux. Les personnes toxiques, négatives, qui critiquent tout et tout le monde, agissent comme des filtres gris. Peu importe à quel point le monde est coloré, près d'elles tout semble éteint. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous réagissez déjà de la même façon. Vous voyez déjà le monde sans éclat. C'est pourquoi protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Vous ne pouvez pas choisir tout ce qui se passe dans la vie.
mais vous pouvez choisir qui marche à vos côtés. Si vous ne faites pas ce choix, ils vont vous tirer à leur niveau. Et souvenez-vous, ceux qui ne veulent pas changer entraînent les autres pour rester les mêmes. Décidez aujourd'hui, ceux qui n'ajoutent rien ne marchent pas avec vous. Grave cette phrase comme un bouclier. Mon énergie est bien trop précieuse pour être aspirée. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement votre vitalité du jour qui est en jeu, c'est votre avenir, c'est la vie que vous n'avez pas encore vécue, mais qui peut vous être volée goutte après goutte si vous n'avez pas le courage de protéger ce qu'il y a de plus précieux. Leçon 8. Le succès est le fils de la persévérance. En 1964, en Géorgie, aux États-Unis, une mère appelée Angèle Cavallo a vu la voiture tomber sur son fils de 11 ans, le laissant inconscient. Dans le désespoir, elle a fait l'impossible. Elle a soulevé la voiture toute seule, d'environ 10 cm, jusqu'à gagner assez de temps pour que les voisins puissent aider à sauver l'enfant. Tony a survécu sans séquelles. Cette scène semble parler de force physique, mais en réalité, elle parle de persévérance. Quand tout semblait perdu, Angèle n'a pas abandonné. Elle a dépassé ses limites parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et c'est exactement ce que fait la persévérance. Elle transforme l'impossible en inévitable. Vous n'aurez peut-être jamais besoin de soulever une voiture, mais vous avez déjà dû soulever une vie entière. Des rêves qui paraissent trop lourds, des obstacles qui vous donnent envie d'abandonner, de longs silences sans résultat. Et pourtant, c'est seulement en continuant que l'on va plus loin. Sénèque a écrit « La persévérance, c'est le travail acharné que vous faites après vous être fatigué du travail acharné que vous avez déjà accompli. » C'est cela, l'essence de la force mentale. Persévérer n'est pas répéter sans réfléchir, mais rester ferme dans ses principes et ses objectifs, même quand le monde essaie de vous repousser en arrière. Pensez à une flèche lancée contre le vent. La résistance est réelle, mais plus la tension de l'arc est ferme, plus loin elle ira. Il en est de même pour vous. Chaque échec, chaque chute peut être vu comme un poids ou comme un élan. La persévérance n'est pas l'absence d'échecs, c'est le fait de se relever à chaque fois plus sage, plus résilient, plus fort. Peu importe si le résultat n'arrive pas demain ou la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est que vous continuiez, parce que le chemin récompense ceux qui ne s'arrêtent pas. Cette force n'appartient pas à quelques-uns. Elle est en chacun de nous, prête à être utilisée. Alors, faites un pacte avec vous-même. Je ne vais pas m'arrêter. Écrivez-le dans les commentaires et portez cette phrase comme un rappel quotidien. Parce que la persévérance n'est pas un talent, c'est un choix. Et chaque fois que vous décidez d'avancer, la vie fait de la place à ceux qui ne renoncent pas. Leçon 9. Résous tes limites intérieures. Combien de fois as-tu déjà senti que tu avançais de 2 pas, puis aussitôt tu reculais de 3? Tu fais des plans, tu as les outils, tu sais ce qu'il faut faire, mais au moment d'agir, quelque chose en toi te tire en arrière. Ce quelque chose, c'est le conflit intérieur. D'un côté, tu veux réussir, de l'autre, une voix murmure que peut-être tu ne le mérites pas. D'un côté, tu veux prospérer, de l'autre, tu portes la croyance que l'argent n'est pas spirituel et qu'il va t'éloigner de Dieu. D'un côté, tu désires t'engager, de l'autre, tu crains de perdre ta liberté et de devoir travailler davantage. Ces voix n'apparaissent pas clairement. Elles agissent comme des cordes invisibles qui te tirent dans des directions opposées. Et personne ne marche avec assurance lorsqu'il est étiré de l'intérieur. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle a écrit « L'homme vit en harmonie avec lui-même lorsque ses actions sont en accord avec ses principes. » Et c'est précisément cette harmonie qui manque quand il existe un conflit intérieur. La première étape, c'est d'identifier ces conflits et de les nommer. Demande-toi « Qu'est-ce qui, en moi, me dit d'aller dans des directions contraires? Peut-être est-ce la peur d'échouer? Peut-être est-ce la peur d'être rejeté? Peut-être est-ce la croyance qu'on ne peut pas réussir sans perdre quelque chose d'essentiel ou que l'argent va changer mon essence? » Après les avoir identifiés, vient la partie la plus libératrice. Aligner ta vie avec ce que tu valorises vraiment. Quand tes choix sont alignés avec ce qui est le plus important pour toi, agir ne demande aucun effort. Tu n'as pas besoin de te forcer. Cela coule simplement. Pense à une rivière. Lorsqu'elle est retenue par un barrage, l'eau se heurte à elle-même, tourbillonne et n'avance pas. Mais quand le barrage s'ouvre, le courant suit avec force, naturellement, irrésistiblement. Ainsi est l'esprit quand il résout ses conflits intérieurs.
Et alors vient l'étape suivante, agir, sans excuse, sans auto-illusion, sans lutter contre toi-même. Parce que lorsque tu es entier, rien d'extérieur ne peut t'écarter de ton chemin. Et quand tu atteindras tes résultats, souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de célébrer, mais aussi de contribuer. Ce que tu accomplis n'est pas seulement pour toi, c'est pour fortifier les autres. C'est cela qui maintient vivant le cycle de la plénitude, aligner, agir, conquérir et partager. Au final, la plus grande victoire n'est pas contre le monde extérieur, mais contre les guerres silencieuses à l'intérieur de toi. Car rien d'extérieur ne peut arrêter quelqu'un qui a déjà transformé ses conflits en clarté et sa division en force. Leçon 10. Cours seulement pour toi. Parfois, il est difficile de ne pas se comparer. Regarde autour de toi. Il semble que tout le monde sache où il va, trouve les bonnes relations, progresse dans sa carrière, tandis que toi, tu te sens perdu, incertain, sans clarté sur qui tu es ou quel chemin suivre. Cette comparaison pèse parce qu'elle vole ton énergie et déforme ta vision. Plus tu regardes à l'extérieur, plus tu t'éloignes de ce qui pourrait s'épanouir à l'intérieur de toi. La vérité est simple. Tu ne peux être que toi, et cela est déjà extraordinaire. La comparaison, au contraire, c'est comme courir en regardant en arrière. Chaque fois que tu tournes la tête pour voir les autres, tu perds de la vitesse, tu trébuches sur ton propre pas et tu nourris la peur. Épictète disait, si tu veux progresser, contente-toi de paraître ignorant ou insensé à propos de certaines choses. C'est là l'essence. Peu importe si quelqu'un semble être plus en avant, ta course n'est pas contre eux, elle est contre tes propres excuses. Imagine un athlète sur la piste. Il ne contrôle pas le rythme des autres coureurs, mais il contrôle son souffle, sa cadence, la force qu'il met dans chaque foulée. S'il dépense son énergie à observer qui est à côté de lui, il a déjà perdu. Mais s'il garde les yeux fixés sur l'horizon, chaque pas se transforme en avancée. Dans la vie réelle, c'est la même chose. Quelqu'un passe des années à comparer sa carrière avec celle de ses collègues, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il accumule de la frustration dans un travail qu'il n'a jamais voulu. Lorsqu'il décide de se concentrer sur lui-même, il change de domaine, recommence et trouve un sens. Ou cette personne qui passe son temps à se comparer sur les réseaux sociaux, pensant qu'elle est en retard parce qu'elle n'a pas voyagé, ne s'est pas mariée, n'a pas réussi, jusqu'à ce qu'elle choisisse de se déconnecter, d'investir dans son propre projet, et découvre qu'elle n'a pas besoin d'aller au rythme de qui que ce soit d'autre que le sien. Voici le pouvoir de te concentrer sur toi. Lorsque tu cesses de dépenser ton énergie à essayer d'atteindre ce que les autres ont, tu commences enfin à construire ce que toi seul peux créer. C'est pourquoi, concentre-toi sur toi, cours ta propre course, ne perds pas ton temps à poursuivre des modèles ou des attentes. Chaque fleur éclot à son propre rythme, chaque vie s'épanouit lorsqu'elle cesse d'essayer d'imiter le jardin du voisin et commence à cultiver son propre sol. Il ne s'agit pas de battre les autres, mais de donner tout de toi pour ce qui t'appartient. Parce que lorsque tu mets de l'excellence dans ce que tu aimes, le succès cesse d'être quelque chose que tu poursuis. Il devient ce qui vient à ta rencontre sur le chemin. Prends un engagement dès maintenant, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, ma concentration est ma propre course. Non pas comme une phrase lancée au hasard, mais comme une décision. Parce que lorsque tu arrêtes de gaspiller ton énergie à regarder sur les côtés et que tu commences à courir uniquement vers ta propre croissance, quelque chose de puissant se produit. Ta vie trouve son rythme, ton esprit trouve de la clarté et le poids de la comparaison disparaît. À la fin, la vraie victoire n'est pas d'arriver avant les autres, c'est d'arriver entier sur le chemin que toi seul pouvais parcourir. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Ici, nous grandissons ensemble et n'oublie pas, l'autocontrôle est la base de notre progrès. Merci d'avoir regardé.